Sixième année 2, je suivais le maître. Paf, mon gardien m'informe que les parents sont là. Les gens de la Croix-Rouge et Ebola sont dans les murs pour piquer les enfants. Je suis allé écouter les parents. J'ai dit, à cause de Dieu, laissez les enfants avec nous. Depuis le 19, nous avons démarré les cours. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à l'école? Ils disent non. Mais avec des badauds jeunes, ça a crié. Face à cette situation, une réunion de crise a regroupé les responsables de l'éducation de la ville de Conakry. Objectif, éclairer la lanterne des parents d'élèves autour des rumeurs de vaccination dans les écoles. Le plan de riposte n'a jamais fait mention d'une quelconque vaccination. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on se comprenne. Nous voulons éduquer, instruire nos enfants parce que c'est notre mission. Nous ne sommes pas des médecins pour nous substituer aux médecins. Donc, nulle part, encore une fois, il n'a été question de campagne de vaccination ou de pulvérisation. Aujourd'hui, nous sommes avec un calendrier, vous l'avez dit, qui nous offre 8 mois. Et ces 8 mois, elles sont reparties entre 27 semaines de cours. Chaque minute que nous perdons joue sur l'avancée des programmes et joue sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Après un trimestre de cours perdus, les responsables de l'éducation œuvrent pour la stabilité dans les écoles afin d'éviter une année blanche. Justement, la plupart des écoles ont été contraintes de fermer ce matin. À l'origine, cette rumeur de vaccination et de pulvérisation contre le virus Ebola, des enseignants ont été tabassés par endroits, des kits de prévention emportés, certaines écoles vandalisées. Les ministres de la Santé et de la Communication ont fait le tour de certaines écoles et rassurent les populations à ne pas céder à la panique. Solide Kera nous fait le point. Il y a un groupe qui est venu là, ils étaient très nombreux. Oui, bon, mais il y en a qui étaient des parents d'élèves, il y en a qui ne sont pas des parents d'élèves. C'était des loupards qui viennent pour troubler la situation. Malgré les multiples tentatives de dissuasion des enseignants, plusieurs établissements seront obligés de livrer les élèves à leurs familles. L'annonce de ces folles rumeurs est vite ressentie par le gouvernement. Porteur de messages d'information et de sensibilisation dans certains établissements, le ministre de la Santé et celui de la Communication rassurent. Qu'il n'est prévu en ce temps-ci aucune campagne de vaccination à l'endroit des écoles et au niveau des cibles constituées que des enfants. Donc ce sont des fausses rumeurs. Je voudrais demander à la population d'être sereine. L'État a pris toute la garantie nécessaire pour rendre l'ouverture sécurisée. Ceux-là qui sont en train de faire de l'intox, ils le font pour empêcher les enfants d'étudier et le plus souvent, ils n'ont aucun enfant ici. Au nombre des dégâts enregistrés lors de cette journée de panique générale, on note des écoles vandalisées, des kits d'hygiène emportés et des enseignants tabassés par endroits. Prise de panique pendant qu'elle donnait son cours, Mariam Silla a fait sa crise. Elle reçoit en ce moment des soins intensifs au service des urgences médicales de l'hôpital national Ingasdine. Avec la perturbation des cours ce matin dans plusieurs écoles de la capitale, le gouverneur de la ville appelle à la responsabilité et met en garde les colporteurs des rumeurs pour paniquer la population. Soriba Sorel Kamara, peu avant une réunion présidée par le chef du gouvernement. De la ville, nous pensons que c'est l'intoxication qui est en train de sévir sérieusement sur le terrain concernant Ebola. Cela, certes, dont les enfants ne sont pas partis à l'école pour refus catégorique, sont en train d'intoxiquer les rumeurs selon lesquelles c'est la Croix-Rouge qui est en train de venir vacciner dans les écoles ou de pulvériser. Donc, je crois que cela crée des ravages systématiques dans la démobilisation des classes et des avalanches même de désinformation jusqu'au niveau des îles. Moi, je demanderais aux parents d'élèves d'avoir confiance en l'État. Toutes les dispositions sont prises pour que les élèves soient sécurisés. Depuis l'ouverture, on n'a pas appris qu'il y a un cas d'Ebola qui a éclaté dans une école, parce que les enseignants sont des pédagogues. Mais ensuite, j'ai lancé un appel aux maires pour appeler rapidement des réunions d'urgence des différents DCE, mais aussi des parents d'élèves au niveau communal et au niveau régional pour aider à sensibiliser les parents, pour leur dire que l'État n'est pas engagé à faire du mal. Nous n'allons pas dans un contexte où on peut faire du mal aux populations. Seul le chlore est le produit par lequel les préventions se font. D'ailleurs,
Je pense qu'il n'y a pas de pulvérisation dans les écoles. Et ce n'est pas le droit de la Croix-Rouge. Mais on est informé qu'il y a des gens qui sont disséminés, qui portent parfois des tenues de Croix-Rouge. Ceux-là, quand vous les envoyez, interpellez-les et envoyez à la coordination s'ils ne sont pas dotés d'ordre de mission légalement signé par les maires. Elle semble porter un coup dur à la campagne anti-Ebola en Guinée. Il s'agit des fausses alertes faisant état d'une opération de pulvérisation en cours dans les écoles. Dans une déclaration rendue publique ce soir, les autorités se disent choquées et condamnent ce phénomène qui prend de l'ampleur à Conakry. La déclaration du porte-parole du gouvernement est commentée par Habib Thiam. Depuis quelques jours, certains établissements scolaires de Conakry entretiennent la peur d'être pulvérisés contre la fièvre Ebola. Des rumeurs que démentent les autorités. Je voudrais ici m'adresser au nom du gouvernement aux parents d'élèves, aux élèves, aux corps enseignants, pour essayer d'expliquer et de rassurer l'ensemble de ceux qui vont à l'école, des usagers du système scolaire, de l'absolue fausseté, du mensonge et des rumeurs qui sont en train de se propager dans la capitale et dans les écoles, faisant croire qu'il y a une campagne de vaccination ou de pulvérisation dans les écoles par rapport à l'épidémie Ebola et que cela risquerait de causer des préjudices ou d'affecter la santé des enfants et des élèves. Bizarrement, depuis que la coordination nationale a annoncé le plan Ebola 0 en 60 jours, nous assistons à des réticences, à des résistances un peu partout, et notamment à Conakry, ce qui est tout à fait anormal. Déjà très affecté par 6 mois de vacances, soit 3 mois de plus que d'habitude, et le gouvernement entend anticiper. La pulvérisation ne se fait que lorsqu'il y a un cas d'Ebola dans un endroit et que c'est demandé et accepté par la famille. La pulvérisation en elle-même ne comporte aucun risque, mais qu'à cela ne tienne, il n'a jamais été prévu de faire une pulvérisation dans les écoles et faire une campagne de vaccination. Ceux qui propagent ces nouvelles s'exposent à des risques. La justice est là et nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout de toutes les procédures qui nous permettent de lutter contre ce type de désinformation. Quelques jours plus tôt, le quartier Yimbaya avait connu des scènes de violence. Et pour cause, l'interpellation d'un imam accusé d'avoir prié sur un corps victime d'Ebola. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après le journal. Et puis, dans un communiqué, le ministre en charge de l'éducation rassure les populations en général, les parents d'élèves en particulier, que toutes les mesures de prévention contre la contagion de la maladie Ebola dans les écoles ont déjà été prises par le gouvernement et sont rigoureusement mises en application depuis l'ouverture des classes. Les autorités invitent les parents d'élèves à n'accorder aucun crédit à ces rumeurs qui ne visent qu'à faire perdre du temps, ce qui serait préjudiciable au bon déroulement des programmes d'enseignement pendant cette année scolaire spéciale. Conakry le 11 février 2015 pour le ministre en charge de l'éducation, le ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Bailo Teluel Diallo. Autre facette de l'actualité, des députés guinéens qui siègent au Parlement de la CEDEAO ont pris part aux travaux de la première session extraordinaire de l'institution tenue à Abuja, c'est au Nigeria. Il était question de débattre de l'acte additionnel pour le renforcement des prérogatives de l'institution sous-régionale. François Lama a suivi les travaux et rencontre. Ce sont 6 députés de l'Assemblée nationale de Guinée qui ont déjà prêté serment et qui siègent depuis maintenant 1 an au Parlement de la CEDEAO. Ces députés ont tous répondu présents à la première session extraordinaire 2015 de l'institution parlementaire de la communauté tenue à Abuja, au Nigeria. Les débats ont permis un échange pertinent sur l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ce sujet a été scindé en 2. Comment faire signer ce document par les chefs d'État? Comment rendre opérationnel ce document après signature? Il y avait au moins 90% des députés qui étaient pour la prolongation et seulement 10% qui n'étaient pas d'accord. Quand l'acte est renforcé au niveau du Parlement, le Parlement sera beaucoup plus actif sur le terrain. Tout député, comme le Conseil des ministres, peut maintenant avoir l'initiative de prendre un acte législatif.
le Parlement peut examiner le budget de la communauté, ce qui n'était pas en cours jusqu'ici. Ces prérogatives en perspective apportent des innovations et traitent des compétences et participation à la prise de décision, traitent ainsi du budget du Parlement et des questions relatives aux conditions d'exercice du mandat des députés. Les députés guinéens en ont profité d'ailleurs pour attirer l'attention de leurs pairs sur des questions d'actualité. Le problème d'Ebola qui est en train de ravager la sous-région. Nous sommes 3 pays, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Nous avons jugé utile que dans la sous-région qu'on se donne la main. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y aura une commission mixte qui se tiendra à Lomé pour discuter de tous les contours. Les travaux ont été bouclés sur une invitation du président du Parlement afin que les parlementaires de la CEDEAO conjuguent les efforts avec leurs gouvernements respectifs pour la signature de l'acte additionnel final relatif au renforcement des prérogatives de la CEDEAO en mai 2015. Politique encore avec cette commission impliquée dans le processus électoral qui s'active sur le projet de rédaction du code de conduite des observateurs des élections. C'est une initiative de l'Organisation de la coopération islamique qui entend participer comme une unité d'observation des élections dans les États membres de l'institution. Mohamed Lamine Kamara, Habib Thiam. L'Organisation de la coopération islamique OCI s'implique dans la gestion des élections. L'institution islamique entend créer une unité d'observation des élections au sein de son département des affaires politiques. Pour la mise en place de cette cellule, l'OCI tend la main aux États membres pour leur contribution à l'élaboration d'un code de conduite pour les observateurs des élections au compte de l'organe. Les acteurs impliqués dans le processus électoral se concertent autour du projet. Et pour rendre les élections crédibles, c'est un élément essentiel qui concerne, n'est-ce pas, les observateurs, que ce soit international, les observateurs internationaux ou nationaux. Alors c'est pourquoi l'OCI a, pour cette crédibilisation, initié la création ou la mise en place, n'est-ce pas, de cette unité d'observateurs, d'électeurs dans son sein. Ce projet est crucial pour le département en charge de l'administration électorale. Vous savez, la crédibilité des élections dépend aussi de la possibilité d'observateurs indépendants pour pouvoir quand même savoir est-ce que l'élection a été faite selon les normes ou pas. Et notre pays s'est engagé dans cette voie et c'est pour cette raison que mon département qui accompagne la CENI pour les élections futures se réjouit que d'autres départements s'ajoutent à nous pour créer, avec l'aide de l'OCI, cette structure. Les travaux de réflexion autour de ce projet vont durer 3 jours. Cette commission mixte va plancher sur les modes de désignation et d'accompagnement des observateurs ainsi que leur comportement sur le terrain. Comme annoncé dans les titres, à Sigiri, sur 2 sites, plus de 1100 hectares doivent être aménagés pour soulager les producteurs. La facture s'élève à plus de 11 milliards de francs guinéens, un don du Royaume d'Espagne géré par la Banque mondiale en Haute-Guinée. La ministre de l'Agriculture était sur les 2 sites pour constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement de ce projet d'urgence d'appui à la productivité agricole. Fodé Camara, envoyé spécial. Hey. Après plus d'un demi-siècle, cet ouvrage hydro-agricole, construit depuis le temps colonial, ne peut servir que de vestige pour les touristes. Ici, à Nyandankoro, une commune rurale de Sigiri, depuis plus de 10 ans, ce barrage ne parvient plus à réguler les crues de la rivière Kada, aux grandes dames des producteurs de 4 villages évoluant sur ces 600 hectares. Après 10 ans de recherche, 10 ans de requêtes à toutes les portes, nous avons pu obtenir l'argent nécessaire pour vraiment soulager les populations pour faire ce barrage. C'est en 1982 que le barrage a été réhabilité par l'ex-ORS. À proximité, les travaux de construction du nouveau barrage sont en fonction. Ils vont coûter plus de 5 milliards de francs guinéens, financés par le PUAPA 2, le second projet d'urgence d'appui à la productivité agricole. Nous voulons courir pour aller contre le calendrier agricole. Ici, nous sommes en Haute-Guinée. Les pluies sont attendues au mois fin juin, début juillet. Alors, nous avons reparti la tâche. C'est pourquoi vous avez constaté quelque part que les travaux ont commencé. Mais ici, la construction du barrage, c'est le travail le plus sérieux, le plus important
auxquels il faut faire extrêmement attention. Nous sommes sur les vestiges d'un travail qui a été fait en 1956. Alors si on doit renouveler ce travail en 2015, il y a de quoi faire très attention, et avec l'entreprise, et avec le bureau de contrôle, avec la mission d'études, pour que toutes les normes soient respectées. Premier impact, non des moindres, en attendant la reprise des activités agricoles, les travaux du barrage ont résorbé le chômage au niveau des producteurs. La particularité quand même de cet ouvrage, c'est qu'il est fait en HMO, donc à haute intensité de main-d'œuvre. Lorsque vous regardez derrière, ce sont des femmes, des milliers de femmes, de jeunes et d'hommes qui font les travaux. Et en venant, vous avez vu qu'on a vu plus de 15 km de canal d'amener d'eau qui ont tous été creusés par les gens du village. Donc ça a donné du travail aux gens du village. Et on se rend compte que les travaux sont de bonne qualité. En plus des 600 hectares de la plaine de Kada à Frenkamaya, 500 hectares doivent être aménagés. Les 1100 hectares de Sigiri font partie d'un vaste programme de réhabilitation de plus de 3000 hectares dans 17 préfectures. Des sites choisis sur la base du potentiel de l'irrigation pour booster la productivité de 3 spéculations, le riz, le maïs et le manioc. Le comité de pilotage de l'UTE Guinée rencontre les représentants des institutions républicaines. Cette rencontre de Conakry est une occasion pour les membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives d'expliquer les acquis, les projets en cours et les difficultés du moment. Mamadou Alpha Baldé. Venus des différentes institutions républicaines, ils suivent une communication sur les activités de l'ITIE Guinée. Ces acteurs de la vie sociale prennent ici connaissance du niveau d'avancement du processus ITIE, de ses avantages et d'autres réalités de la structure. Nous attendons de ces institutions qu'elles jouent le rôle qui est le leur. D'abord, quand il y a les informations sur les paiements et effectuer les revenus perçus, que ces institutions puissent, ces députés puissent discuter de l'orientation de ces différents paiements dans le cadre du développement du pays. Nous savons que quand toutes les institutions républicaines s'approprient de ces outils de l'ITIE, ça crée un environnement propice aux affaires dans le secteur minier. Et ça garantit l'investissement du secteur minier, qui est un gage certain pour la destination guinéenne que choisiraient les investisseurs guinéens et les investisseurs miniers internationaux. Cette séance de partage a permis aux participants de mieux comprendre le concept ITIE qui œuvre pour la transparence dans les industries extractives. J'ai entendu qu'on vient de signer un arrêté pour 139 receveurs communautaires. Moi, dans mon village, il n'y a pas de receveurs communautaires encore chargés des mines. C'est quand même beaucoup, 139 receveurs communautaires, alors qu'au niveau des communautés, les impôts ne se payent pas. Les taxes qu'on doit payer aux localités ne se payent pas. Donc, c'est toutes les questions que nous allons certainement débattre ici, et en souhaitant vraiment que des solutions soient trouvées à ça. Qualifiée de scandale géologique, la Guinée dispose de 29 milliards de tonnes de bauxite et de plus de 20 milliards de tonnes de fer. Aujourd'hui, l'ITIE Guinée travaille pour une meilleure utilisation des revenus issus de l'exploitation minière en faveur des populations à la base. En plus bref, la direction générale du port autonome de Conakry opte pour la modernisation des infrastructures, la formation du personnel et surtout la sécurisation du terminal. C'est une synergie direction générale et le groupe Bolloré. Déjà plus de 370 milliards sont investis pour rendre le port autonome de Conakry plus compétitif. Dans le 142 mois après la pose de la première pierre de la Cité du Niger, les travaux avancent et l'entreprise en charge de l'exécution des travaux passe à la vitesse supérieure et entend livrer la nouvelle Cité du Niger dans 6 mois au lieu de 19 prévus dans le contrat. Abdulaziz Baldé, Mamadou Alpha Baldé. C'est le plus grand chantier engagé par le gouvernement de la Troisième République dans le Sankara. 2 mois après la pose de la première pierre, le ministre en charge du tourisme, parrain de la préfecture, effectue sa toute première visite sur le terrain. Objectif, toucher du doigt l'état d'avancement du chantier. Les cases sont à peu près à 80% de finition maçonnerie et plomberie. Quant aux électricités, nous avons déjà fait les poses de Ken
Et la salle de conférence, nous sommes à peu près sur les murs. Vous allez constater tout de suite. Et nous avons déjà fini de créer les fontaines, les piscines. Et la découpage de parterres, nous sommes sur là-dessus. Si par exemple nous avons les moyens à temps, nous allons finir dans 6 mois. Financée par le gouvernement pour 21 milliards de francs guinéens, la cité Niger pourrait accueillir plusieurs touristes, mais aussi des chefs d'État. Sa réhabilitation suscite un immense espoir chez les visiteurs. Voyant l'évolution des travaux qui se passent ici, vraiment, nous sommes comblés de joie. On n'avait pas un tel site à Farana. Il y a tout ici. On est content parce qu'on est jeunes de Farana. On remercie monsieur le président de la République, Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, il s'est inscrit comme un bâtisseur. Au jour d'aujourd'hui, je suis arrêté dans la nouvelle salle de conférence qui très bientôt va finir. Et cette salle de conférence va prendre 500 personnes, c'est-à-dire 10 fois plus que la première. Max Guinée Construction est l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Située au cœur de Farana, la cité Niger est à l'initiative du président Feu Ahmed Sékou Touré, dont l'ambition était de faire de Farana une ville touristique. 35 ans après, le président Alpha Condé reprend la main pour parachever ce grand rêve national. La Fédération patronale du tourisme a tenu ce mercredi son congrès électif. Ce congrès de Conakry aboutit à l'élection du nouveau bureau de 22 membres, dont 7 femmes. Ce bureau exécutif, dirigé par Jacques Théa, se donne pour mission la promotion de l'industrie touristique et hôtelière pour la relance de la destination Guinée. Les détails, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Une nouvelle mosquée pour le quartier Missira, c'est dans la préfecture de Pita. Elle est l'œuvre de l'Agence des musulmans d'Afrique avec l'appui des fils ressortissants de Pita. Le coût d'investissement s'élève à plus de 300 milliards de francs guinéens. Reportage à Pita, Abdoulaye Ninguelande Diallo. Construite en 2002, cette mosquée servait de lieu de prière et de méditation jusqu'à son effondrement le 30 septembre 2014. Grâce aux fils ressortissants avec l'appui de l'Agence des musulmans d'Afrique, elle reprend sa forme. Le coût de sa réalisation s'élève à près de 300 millions de francs guinéens. Notre mission est de protéger les valeurs et les principes de l'islam. Pour nous, cette protection passe d'abord par la construction des maisons de Dieu et l'instruction des enfants. L'Agence musulmane d'Afrique est résolument engagée pour la bonne cause des fidèles. Située au centre-ville de Pita, précisément dans le quartier Missira, cette maison de Dieu a une capacité d'accueil de près de 500 fidèles. Ce vendredi saint, elle a été remise officiellement aux bénéficiaires. Dans cette mosquée, je veux qu'on prie beaucoup, n'est-ce pas, pour pérenniser cette paix-là et la quiétude, n'est-ce pas, dans la cité. Je prie qu'on prie pour le développement de Pita. Je prie qu'on prie pour que Dieu donne une santé de paix, une longévité à M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour lui permettre de continuer à développer Pita et la Guinée. Je suis fille de Pita, donc c'est une fierté pour moi. Et sur le plan de la religion, c'est un devoir. L'accueil chaleureux dont nous avons tous bénéficié ici me comble de joie. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je transmettrai tous les messages que vous avez entendus à l'endroit du président de la République et aussi à l'endroit du gouvernement. Dans son sermon du vendredi, le deuxième imam de la grande mosquée, Faisal de Conakry, explique les bienfaits liés à la construction d'une mosquée. Dans le livre saint, Dieu dit, celui qui construit une mosquée, je lui construirai une maison au paradis. Une parole divine que El Hadj Abdoulaye Ba a prêché aux fidèles musulmans, massivement mobilisés pour l'inauguration de ce temple de Dieu. Vous l'avez compris, le coût d'investissement des travaux de réalisation de cette mosquée s'élève à près de 300 millions de francs guinéens. Sans transition sur le continent, plus bref et en image au Niger, après l'adoption d'une loi pour contrer Boko Haram, le gouvernement décrète l'état d'urgence dans toute la région de Difa. Côté militaire, les troupes de la coalition anti-Boko Haram se renforcent avec cette victoire de l'armée tchadienne sur les djihadistes dans certaines régions.
Ailleurs dans le monde, faible espoir d'un accord global de négociation de Minsk. C'est la rencontre de la dernière chance, pourrait-on dire. Mais avec l'arrivée du président Vladimir Poutine, l'espoir renaît. Selon les dernières nouvelles, Poutine et Poroshenko se retrouvent pour la première fois depuis le 26 août dernier. Et les diplomates travaillent d'arrache-pied pour trouver un accord, pour trouver une sortie de paix durable. C'est tout pour les infos, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La plupart des écoles de la capitale ont été contraintes de fermer. À l'origine, une rumeur de vaccination et de pulvérisation. Et les acteurs du système éducatif se concertent. Et puis des parlementaires guinéens étaient récemment à Abuja, c'est au Nigeria pour la première session budgétaire de la CEDEAO. Enfin, à Sigiri, sur les deux sites, plus de 100 000 hectares doivent être aménagés et la facture s'élève à plus de 11 milliards de francs guinéens. À demain, c'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.